excusez-moi, vous savez, on n'est pas à l'abri des accidents, des surprises et de l'imprévu, même dans une conférence. Alors, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri des surprises, on n'est pas à l'abri des accidents qui surviendront dans ce monde. Et même à supposer qu'on puisse prolonger la vie de certains, une minorité évidemment, la Terre, le Soleil mourra, cette minorité pourra peut-être aller dans d'autres planètes, mais l'univers mourra. Autrement dit, la mort ne sera pas éliminée, la mort toujours présente et peut-être encore plus angoissante que maintenant où nous savons chacun que nous avons un terme et que ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de terme seront angoissés à l'idée que le moindre accident pourra aller. Enfin, de toute façon, cette immortalité est un mythe, mais la prolongation de la vie en bonne santé, ce n'est pas un mythe. L'idée que, par contre, ce qui n'est pas un mythe et qui est très dangereux, c'est l'idée que l'on puisse déterminer, maintenant que l'on sait que l'on peut manipuler l'ADN, que l'on puisse fabriquer des êtres humains à la carte en manipulant leur ADN, c'est-à-dire en faisant des individus selon le goût des parents qui risquent d'être très standardisés, et c'est-à-dire par là même, on stérilisera la part de déviance, d'originalité ou d'invention grâce auquel l'espèce humaine a pu progresser. S'il n'y avait pas eu les déviants, les poètes, les inventeurs, les scientifiques, l'humanité n'aurait pas progressé. Donc, vous voyez un peu cette idée qui est dans le fond, qui a actuellement une nouvelle force, c'est on dit on va algorithmiser la société humaine et l'être humain. Algorithmiser, c'est-à-dire faire penser que nous pouvons être traités comme des machines déterministes dont on peut contrôler tous les comportements. Or, et c'est ça qui, actuellement, avec le développement des big data, est en train de se développer. Parce qu'effectivement, on pourra trouver des algorithmes qui, sur une masse d'informations, pourront donner à des firmes des indications précieuses sur les goûts de telle ou telle catégorie de clients ou d'acheteurs. Mais on ne pourra pas algorithmiser les changements de goût, les changements d'humeur. D'abord, si vous voulez, on ne peut pas algorithmiser l'histoire humaine. Aucun algorithme a supposé qu'il y aurait des scientifiques d'une autre planète qui seraient présents sur la Terre il y a 6 millions d'années à examiner ce bipède qui était Toumaï, qu'a découvert Michel Brunet dans le Tchad. Ce premier hominien, il y a 6 millions d'années, il n'aurait pas pu prévoir que de cet être-là, qui se dressait un peu sur ses pieds, que sa lignée donnerait Michel-Ange, donnerait Beethoven, donnerait aussi Staline et Hitler. Donc, si vous voulez, l'histoire humaine est faite de catastrophes, de batailles, de hasards, d'inattendus. Et même, je dirais que nous-mêmes, tout en étant des machines triviales, déterministes, dans la vie quotidienne, parce que le matin, on se lève à la même heure, on prend le métro à la même heure, on va au travail à la même heure, on se rentre à la même heure. Mais de temps en temps, on peut dire non, j'en ai marre, je suis fatigué, j'y vais pas, etc. Nous avons quand même, et dans le fond, dans la vie, les grands événements, ils viennent de façon surprenante, d'une façon de déterminer. Alors, d'ailleurs, le mathématicien Chaitin avait fait, il y a déjà 20 ans, il avait fait un travail sur la notion de hasard. Il a voulu définir le hasard. Et il a dit on peut définir le hasard grâce à l'ordinateur. Parce que le hasard, c'est ce qui ne peut pas être algorithmisé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déduire la chaîne des événements qui sont au hasard. Donc, on ne peut pas, ils n'obéissent pas à nos déterminismes. Il dit, ceci dit, on ne sait toujours pas ce que c'est le hasard, mais voilà. Alors,
Du coup, il avait déduit, on ne peut pas aussi algorithmiser la complexité, parce que la complexité contient de l'incertitude et du hasard. Donc, on ne peut pas algorithmiser ce qui est humain. Et ce rêve fou d'algorithmiser va évidemment échouer. Mais ce qui est très grave dans cette conception, c'est l'idée de l'homme augmenté qui est purement quantitative. Pourquoi? Et déjà, nous nous rendons compte aujourd'hui de ce qui se passe. Aujourd'hui, le progrès technique, le progrès scientifique, le progrès économique continue. Mais la régression elle-même, elle s'est mise en marche. La régression psychologique, la régression éthique, la régression affective, la régression intellectuelle. On est dans une époque de progrès technique et scientifique et on est dans une époque de régression intellectuelle qui va se traduire, qui a déjà commencé à se traduire politiquement aux États-Unis et qui va peut-être continuer aussi en France. Donc, si vous voulez, le vrai problème, ce n'est pas l'homme augmenté, c'est l'humain bonifié, amélioré. C'est ça le grand problème. Mais tous ces technocrates, iconocrates, gens de la Silicon Valley, ils ne voient plus le monde qu'en termes quantitatifs et ils oublient ce qu'est vivre, simplement ce qu'est vivre. Donc, vous voyez que dans cette perspective euphorique, à quelque chose de très inquiétant. Et d'autre part, ils ne voient pas que ce même moteur scientifique, technique, économique est en train de produire la dégradation écologique, est en train de produire l'inégalité économique, est en train de produire l'hégémonie de la finance, est en train de produire toutes les catastrophes dont je viens de parler. Alors le monde a deux futurs, un futur catastrophique et un futur euphorique, mais l'euphorie est le même catastrophique et on ne voit pas très bien comment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer de voie, il faut changer de façon de penser. Il faut penser qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de mieux progresser dans la connaissance, de mieux progresser dans l'affectivité, de mieux comprendre autrui, de mieux se comprendre soi-même, de faire tous ces progrès-là qui sont et auxquels notre système éducatif ne nous aide pas du tout, parce qu'on ne nous enseigne pas à comprendre l'autrui, on ne nous enseigne pas les sources d'erreurs et d'illusions qui sont phénoménale dans notre façon de compartimenter les connaissances. On ne nous enseigne pas ce que c'est que l'être humain. On ne nous enseigne pas à affronter les incertitudes. Nous sommes livrés à un processus aveugle avec des somnambules qui sont nos responsables. Et donc, voilà, il faut changer la façon de penser. Il faut changer la façon de voir. Et donc, et je vais quand même arriver à ma conclusion, parce que c'est l'heure. Bon, donc, si vous voulez, aujourd'hui, il s'agit de régénérer l'humanisme. Pourquoi régénérer l'humanisme? Parce que l'humanisme, au départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître dans tout être humain, quel qu'il soit, la même qualité humaine que l'un soi-même. Donc, si vous voulez, c'est ce qui correspond à la Déclaration des droits de l'homme, mais qui faut élargir aux droits de l'homme et de la femme, bien entendu. Bon, l'humanisme, mais cette idée de reconnaissance est très profonde. D'ailleurs, c'est le philosophe Hegel qui l'avait mis. Chacun a besoin d'être reconnu comme un humain à part entière, et si on n'est pas reconnu, on est humilié. On est souffrant d'humiliation, et c'est ça qui est aussi un élément important aujourd'hui où il y a tant d'humiliation, notamment pour les émigrés, pour les enfants d'émigrés, pour les petits-enfants d'émigrés, pour tout ça. Il y a tellement de rebuffades et d'illumination. Il faut se comprendre ça, que l'humanisme, c'est de ne pas humilier autrui. L'humanisme, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi de savoir qu'on est tous membres de l'espèce humaine, on a tous cette même unité cérébrale et affective, mais qu'en même temps, on est tous très différents, c'est-à-dire reconnaître
l'unité de l'humanité dans sa diversité et la diversité de l'humanité dans son humanité. Donc cet humanisme-là, à mon avis, doit nous aider à vouloir changer de voie. Mais même si aujourd'hui nous sentons que la difficulté de changer de voie, elle est énorme, puisque si aujourd'hui il y a beaucoup d'idées qui progressent de plus en plus, une politique économique, des idées écologiques, des idées d'économie sociale et solidaire, il y a beaucoup d'idées qui progressent, mais malheureusement les idées dominantes progressent encore plus vite parce qu'elles sont produites par le système et par ceux qui dominent le monde économique et le monde politique. Donc aujourd'hui, il s'agit de résister, mais résister n'est pas une chose purement négative, ne se borne pas à dire non. Moi, je me souviens, quand on était résistant, sous l'occupation allemande, le non de la résistance, c'était un oui à la liberté, c'était un oui à l'espoir. Donc, si vous voulez résister, ce n'est pas seulement une attitude de retrait, là, mais en même temps, ça tient en soi-même des possibilités de changement et d'espoir. Alors, où sont-elles, ces possibilités? Où sont-elles? Ben, moi, je dirais, il faut penser, et ça fait partie aussi, je crois, de l'humanisme régénéré, il faut penser que nous sommes dans une aventure inconnue. Cette aventure, elle a commencé peut-être avec Toumaï, ce primate, cet hominien qui a 6 millions d'années, mais enfin, elle s'est continuée dans la préhistoire, elle s'est continuée avec les sociétés de chasseurs, avec les empires, elle s'est continuée avec la mort des empires, la naissance de nouveaux empires, elle s'est continuée aujourd'hui avec la mondialisation qui est elle-même. Et donc c'est une aventure qui a toujours été inconnue. Jamais on ne savait ce que serait le lendemain, qui pouvait être sombre ou au contraire lumineux. On est dans cette aventure inconnue. Et aujourd'hui, je dirais que l'humanisme régénéré et le sentiment de communauté, de destin humain fait que nous, chacun d'entre nous, devrait ou pourrait se sentir comme une particule dans cette aventure gigantesque qui nous dépasse de très loin, d'où elle vient et d'où elle va, et qui y consacre le meilleur de soi-même. Nous savons que cette aventure n'a pas de terme, sinon peut-être la mort, mais nous savons que c'est dans le chemin que l'on trouve vraiment le réconfort. Moi, pour vous donner mon propre exemple, moi, au cours de cette époque tellement dure, qui était l'époque de l'occupation, de la résistance au nazisme, une époque sombre, une époque douloureuse, avec des gens qui tombaient, qui étaient arrêtés, qui étaient torturés, qui étaient tués. Mais au cours de cette époque, jamais je ne me suis senti aussi en accord avec moi-même, aussi je me sentis bien dans ma peau, parce que je faisais ce que je pensais devoir faire et qu'il était bon de faire. Et aujourd'hui, on peut trouver dans ces moments-là, dans cette solidarité de ceux qui veulent le mieux, dans cette solidarité de ceux qui veulent éviter le pire, nous pouvons trouver une force, une confiance, une tonicité. Et moi, je pense que c'est ça, peut-être, le dernier message que je voulais apporter pour renouveler aujourd'hui la politique.